je vais vous parler de l'aspect mathématique dans la localisation de sources en EEG, puis particulièrement chez le nouveau-né. Alors, c'est un travail en collaboration avec Marion Darbas et Abdelatif El-Badia, avec qui nous avons encadré la thèse de Malal Diallo, donc, qui s'est terminée en 2017. Et puis le travail se poursuit avec la thèse de Benjamin Sully, qui est en thèse avec Marion et moi depuis octobre 2020. Et donc, pour l'expertise clinique, nous profitons des connaissances de Fabrice Valois du CRAMEPC, du CHU d'Amiens. Alors, ça commence mal parce que je n'arrive pas à... Donc, je n'ai peut-être pas besoin de parler très longtemps du principe de l'électroencéphalographie. C'est donc une technique d'imagerie principalement non invasive où on mesure l'activité électrique du cerveau. Le principe, c'est de poser des électrodes sur le cuir chevelu et d'utiliser un appareil d'enregistrement qui convertit cette activité électrique du cerveau, des neurones, en un tracé que vous voyez là et puis qu'on a vraiment découvert dans l'exposé intéressant précédent. Alors, ça, c'est la première partie, donc obtenir le tracé à partir de l'activité cérébrale électrique. Et puis la deuxième partie, c'est la localisation de source, donc à partir des mesures prises aux électrodes, donc du tracé, remonter à la source normale ou pathologique d'activité cérébrale. Donc, c'est une technique utilisée principalement dans le diagnostic de crise épileptique, et la localisation de source peut donc ainsi être une aide à l'analyse préopératoire quand on est en face à une épilepsie réfractaire aux médicaments. Donc ça, c'est le petit contexte que vous connaissez probablement mieux que moi. Alors, maintenant, les mathématiques là-dedans. Donc, on commence par décrire la tête du patient. Donc, ce sera un domaine, notre oméga, dans l'espace R3, alors régulier et borné. Donc, ça va peut-être vous faire rire de dire que oui, on considère une tête bornée, même les grosses têtes sont bornées. Mais bon, en mathématiques, c'est donc justement la classification, les méthodes mathématiques et numériques quand on est face à un problème en domaine borné, pas du tout la même que si on a affaire à un problème, par exemple, la diffraction du champ électromagnétique d'une aile d'avion, etc., en domaine non borné. Donc ici, on est face à un problème en domaine borné qui a une frontière infinie. Et on va distinguer donc les tissus biologiques de la tête, donc le cerveau. On peut distinguer matière grise, matière blanche, le LCS, le crâne, le scalp, alors les fontanelles quand on est face à un nouveau-né. Et donc ça induit une partition de notre domaine oméga en un certain nombre de sous-domaines. Et pour chacun de ces sous-domaines, on doit connaître, supposer, connu, une conductivité électrique. Et donc la nouveauté un petit peu dans les travaux avec Malal Diallo, dans sa thèse, c'était de considérer que dans chaque tissu, la conductivité électrique elle-même peut être variable, donc fonction de la position. Alors ça notamment permet de décrire l'ossification des fontanelles, parce qu'on peut considérer que cette conductivité est donc variable dans l'espace. Alors, on a des modèles simples où on assimile la tête à une sphère, donc des modèles multicouches. Donc, le plus simple, c'est en général avec 3 couches, avec le cerveau, le crâne et le scalp, ou bien des modèles beaucoup plus sophistiqués qui dépendent du patient. Donc, là, vous voyez ici le maillage réaliste d'un nouveau-né, où on distingue donc la partie des fontanelles. Et puis les autres tissus de la tête. Donc ça, c'est pour décrire la tête du patient. Ensuite, on a besoin de décrire mathématiquement les sources d'activité cérébrale, activité donc électrique, parce que c'est ça qu'on mesure en EEG. Et donc plus précisément, ce qu'on mesure, tout ce que l'EEG arrive à mesurer à la surface du scalp,
c'est quand un grand nombre de neurones, donc là on en a jusqu'à 1 million à peu près, ont une même orientation spatiale. Donc ils sont tous orientés dans la même direction, ce qui fait en fait une sorte de dipôle. Donc c'est une activité qui est localisée dans l'espace, donc en un point on va dire, et qui a une direction. Et donc pour décrire mathématiquement ce type de source, on parle donc de la source du dipôle équivalent, qui est caractérisée par la position, donc ça c'est pour localiser, et puis la direction est décrite par un vecteur de R3 qu'on appelle le moment. Et dans le modèle mathématique, donc ça induit une densité de courant qui est la somme sur toutes les sources d'activité électrique présentes dans un instant T. Et puis le fait que les sources soient focalisées s'exprime pour nous par la mesure de Dirac. Donc ici, c'est le Dirac delta. Alors, donc pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit au début, donc on a l'examen de l'EEG qui consiste à prendre des mesures. Mathématiquement, on appelle ça un problème direct, c'est-à-dire on veut calculer le potentiel aux électrodes, simuler le potentiel électrique aux électrodes, connaissant la géométrie de la tête, et puis les conductivités électriques des différents tissus, et puis les sources de courant. Donc ça, c'est le problème direct qui nous amène au tracé de l'EEG. Et à l'inverse, on a ce qu'on appelle le problème inverse, où là, on cherche les sources de courant, c'est-à-dire leur position et leur moment. À nouveau, on connaît la géométrie de la tête, les conductivités, et cette fois-ci, on a en input la valeur du potentiel aux électrodes, donc les mesures. Donc, ce qui est en vert, c'est parce que c'est plus simple, en général, de traiter mathématiquement et numériquement le problème direct, et en rouge, c'est ce qui vient après la résolution du problème inverse, où on remonte aux sources d'activité cérébrale. Donc, le plan de mon exposé est tout fait. Je vais parler d'abord du problème direct et ensuite du problème inverse. Et dans les deux cas, je vais distinguer deux modèles de source. Alors, d'une part, le modèle de source paramétrique et le modèle de source distribuée. Donc, je rentrerai plus dans les détails dans la suite. Donc, nous avons besoin d'un modèle mathématique pour décrire déjà le problème direct en EEG qui, à la fin, nous fournit le tracé de l'EEG. Comme ça a été dit dans l'exposé précédent, donc ce modèle dérive des équations de Maxwell. On va faire une approximation quasi statique, c'est-à-dire on néglige la dépendance en temps du champ électromagnétique. Ça implique que le champ électrique dérive d'un potentiel électrique qu'on appelle U. Et nos données sont donc les sources caractérisées par leur position et leur moment, puis les conductivités des tissus. Et on arrive donc à ce problème. Donc là, il y a un petit peu de formule. À gauche, nous avons un opérateur des équations de dérivées partielles, donc avec la divergence et le gradient. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un opérateur tout à fait standard de ce que nous, on étudie. Nous avons une condition au bord, parce que justement, donc, on est en domaine borné, donc il faut dire un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la surface de la tête. Et donc, cette condition-là aussi est très standard et explique tout simplement qu'il n'y a pas de courant électrique à l'extérieur de la tête. Donc, ça pourrait être un problème mathématique tout à fait classique s'il n'y avait pas ce terme à droite, donc le second membre, le terme source, justement, où on voit maintenant dans le développement même le gradient de la distribution delta Dirac. Donc ça, c'est un terme très, très singulier. Et c'est celui-là qui amène donc une difficulté mathématique et numérique, parce que les méthodes classiques qu'on pourrait utiliser pour étudier mathématiquement ce problème ou résoudre numériquement ce problème, il faut les utiliser avec précaution. Certaines ne fonctionnent pas, donc il faut faire attention parce que ce terme-là induit donc une singularité. Alors, une façon d'adresser ce problème de la singularité, c'est une méthode qui s'appelle méthode de soustraction.
Le principe, c'est de décomposer, donc notre inconnu, ce qu'on cherche, c'est le potentiel électrique, donc on le décompose en une partie singulière qu'on connaît explicitement. Ça veut dire qu'on peut écrire une formule. Alors la formule, elle est ici. Donc pour chaque source, caractérisée par la position et le moment, on définit un potentiel singulier, qu'on note UM tilde, et qui s'écrit comme ça. Donc on voit bien la singularité au dénominateur, c'est pas bien défini quand X vaut Sm. Et puis, comme remarque, on peut dire que cette solution UM tilde est la solution d'un problème avec un terme source isolé, on va dire, donc le mien terme de source, et ici on a l'opérateur de Laplace. Donc ça, on sait calculer explicitement. Et donc ça, ce n'est pas la bonne solution, c'est UM tilde, parce qu'en en fait, il ne vérifie pas la bonne condition limite. On n'a pas bien pris en compte la définition des conductivités dans les différentes couches, etc. Donc, on va corriger ce terme singulier par une partie, on va appeler partie régulière, et qui a l'avantage qu'on peut la calculer par des méthodes numériques, là, pour le coup, classiques. Alors, nous, on est très porté sur les éléments finis. On va calculer W par des éléments finis. Donc, c'est la résolution d'un système linéaire avec une matrice K et un second membre, donc un vecteur F, qui, lui, dépend des paramètres des sources, mais qui est tout à fait régulier. Et donc là, en fait, il n'y a aucun problème, ni mathématique, ni numérique. Voilà, donc brièvement, la méthode mathématique bien comprise pour traiter cette singularité. Donc j'arrive maintenant au modèle de source paramétrique. Dans ce modèle-là, on va faire l'hypothèse qu'on a un très petit nombre de sources. Alors, très petit, ça veut dire 2, 3, 1, 2, 3. Donc chaque source étant caractérisée par sa position et son moment. On va donc assembler notre potentiel électrique, celui qu'on cherche, par la partie singulière en rouge et la partie régulière calculée par élément fini en vert. Et ceci nous amène donc à l'observable. Alors au sens mathématique, l'observable, on préfère en général évaluer U partout sur la surface du scalp, une partie de la surface du scalp, mais pas ponctuellement. Alors, la vision clinique de l'observable, ce serait plutôt d'évaluer le potentiel calculé aux positions des électrodes. Donc, on a un certain nombre, ici S, électrodes, on évalue le potentiel en ces points-là et on récolte un vecteur qui constitue l'observable. Alors, quelques résultats numériques, donc issus de la thèse de Maëla et Diallo. Donc, pour un modèle réaliste de nouveau-né qui a été mis à notre disposition par le CHU d'Amiens. Donc, nous utilisons des éléments finis de type P1 codés par une bibliothèque, la bibliothèque FreeFEM. C'est un peu de petit maillage, en fait, avec 100 000 nœuds. Une précision des paramètres du maillage, des diamètres des différents éléments variant de 0,3 à 14 mm. Un tableau des différentes conductivités, donc certaines, la plupart sont prises dans la littérature. Alors il y a toujours une incertitude sur la valeur qu'on va prendre pour les fontanelles, un petit peu aussi sur le crâne, les valeurs du crâne pour le nouveau-né. Et donc ça, c'est le genre de résultat qu'on obtient quand on visualise le potentiel électrique à la surface du scalp pour différentes orientations de la source. Alors à gauche, une source qui est orientée vers la fontanelle antérieure, et puis à droite, une source qui est plutôt oblique. Alors, l'objectif de la thèse de Malal était d'étudier l'impact des fontanelles et des conductivités en général sur les mesures et la localisation de sources en EEG. Et donc, à ce titre, on a comparé le potentiel électrique calculé sur le scalp entre un modèle avec et un modèle sans fontanelle. Donc, en bleu, la partie qui
concerne les valeurs du crâne. Donc, on a varié les conductivités du crâne autour d'une valeur moyenne de 25%, pareil pour les fontanelles. Et après, on a calculé des fonctionnels d'erreur, donc le RDM et le MAG, qui sont définis ici, pour la solution calculée, qui prend en compte les fontanelles, donc en rouge, et puis un modèle sans fontanelle. Alors ça, mathématiquement, on a juste remplacé la valeur de la conductivité des fontanelles par la conductivité du crâne. Et on peut donc faire un certain nombre d'observations. Par exemple, entre les deux modèles, on observe une différence d'à peu près 10% pour le RDM, jusqu'à 15% pour le MAG. On peut aussi observer que les deux fonctionnels d'erreur sont des fonctions croissantes du rapport de la conductivité des fontanelles par rapport à la conductivité du crâne. Et puis, on est allé un petit peu plus loin en faisant une analyse de sensibilité locale via la dérivée de Gâteau, qui montre que l'impact est localisé au-dessus des fontanelles, ce qui paraît un petit peu moral. Alors ensuite, j'arrive au modèle de source distribuée. Alors dans le problème direct, on ne voit pas tellement la différence, mais ça me permet d'introduire cette façon de voir les choses. Alors à ce moment-là, on a un très grand nombre de sources parce qu'on introduit un espace de source et donc typiquement, cet espace de source est constitué de tous les nœuds du maillage, ou plus précisément, tous les nœuds, par exemple, de la matière grise, pour faire un petit peu plus de sens. Donc, en tout cas, le nombre de sources dans ce modèle-là est lié au maillage et donc, de ce fait, a vocation à être très grand. Et ce qu'on utilise, ce qu'on exploite dans ce modèle de source distribuée, c'est la dépendance linéaire du terme source par rapport au moment. Donc, on observe à nouveau notre terme source. Donc ici, on a la partie position, donc le delta situé à la position SM. Ça, c'est une dépendance non linéaire, mais la dépendance par rapport au moment QM est linéaire. On peut donc décomposer sur la base canonique de R3, donc dans les trois directions de l'espace. Et faire apparaître cette partie des sources qui est indépendante d'une activité cérébrale particulière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'information sur l'activité cérébrale d'un patient, elle est contenue uniquement dans les coefficients QMJ, dans ce vecteur QM. Et le reste est un calcul indépendant de l'activité cérébrale particulière. Alors, ça consiste en plusieurs étapes de calcul. On va d'abord calculer donc, en amont la solution pour chaque terme source. Donc, EJ, c'est le vecteur de la base canonique, scalaire, le gradient donc, du delta en SM, par la méthode de soustraction. C'est la même méthode que j'ai expliquée tout à l'heure. Et une fois qu'on a toutes ces solutions UMJ, donc, on assemble l'observable pour une distribution donnée des moments, donc c'est un vecteur Q, de cette façon-là. C'est juste une grande somme. Et si on regarde bien, on voit apparaître ici un produit, une matrice vecteur. Et cette matrice-là, c'est la matrice de gain, ou Litfield matrix, dont les composantes sont définies ici. Donc, quand on regarde une ligne, on voit que on a évalué toutes ces solutions qu'on a précalculées en la première position, ou en la position de la première électrode. De ce fait, la matrice de gain, c'est donc une grande matrice qui a autant de lignes qu'il y a d'électrodes et qui a autant de colonnes qu'il y a nœuds dans le maillage. Alors ça, c'est un petit peu plus, c'est 3 fois, parce que pour chaque direction, en fait, on a un petit bloc. Donc c'est une matrice avec beaucoup de colonnes et un certain nombre de lignes. Et donc là, on est obligé de regarder un petit peu le coût de calcul pour ce modèle distribué. Donc, si le nombre d'électrodes est relativement petit, donc allant, je ne sais pas, 12 jusqu'à 128 peut-être, le nombre de nœuds de l'espace des sources a vocation à être grand. Donc, en 2D, on a peut-être une centaine de sources.
mais en 3D, ça peut vite aller dans les milliers. Et donc, si on doit précalculer cette matrice L, ça nécessite la résolution de 3 fois M système linéaire. Et donc ça fait un petit peu peur. Et du coup, on a regardé comment on pourrait réduire le coût du calcul de la matrice L. Et je passerai donc par une écriture matricielle, on fait un petit peu l'analyse numérique matricielle qu'on fait ici. Alors, notre observable, c'est un vecteur qui est obtenu à partir du potentiel dans tous les nœuds par une matrice R qui est juste une restriction. C'est une matrice qui contient des 0 et des 1. Le potentiel U, on a dit, on calcule par la méthode de soustraction, donc c'est une décomposition entre une partie singulière et une partie régulière. La partie régulière, on a dit qu'on peut l'obtenir par la résolution d'un système linéaire avec la matrice K des éléments finis, donc que voici, donc c'est l'inverse pour écrire W, et on l'a réintroduit un peu artificiellement devant utile. Et ensuite, alors c'est là la clé en fait de la matrice de gain, c'est que toute cette partie-là dépend linéairement des moments et donc peut s'écrire comme une matrice S qui exprime justement ce lien linéaire entre le terme de source et les moments et le vecteur des moments, ce qui fait que la matrice de gain s'écrit comme un produit de 3 matrices. Ok, donc ça c'était juste pour clarifier, enfin pour préciser un petit peu comment on obtient cette matrice. Et donc le calcul classique consiste à calculer d'abord le produit de K-1 fois S. Alors, autrement dit, on ne calcule jamais une matrice inverse, déterminer les colonnes de la matrice U. Alors, le nombre de colonnes, c'est 3M, ce qui revient à résoudre 3M système linéaire avec la même matrice K. Et une fois qu'on a calculé cette matrice auxiliaire, on va dire U, alors on la multiplie avec la matrice de restriction pour obtenir notre matrice de gain. Donc ça, c'est ce qui coûte cher, 3M système linéaire avec M très grand. Alors maintenant, on peut changer le regard et puis se dire, au lieu de calculer d'abord K-1 fois S, on va calculer d'abord R fois K-1. Si j'appelle B cette matrice-là, alors la forme de B, c'est ce qu'on avait vu pour la matrice L, c'est peu de lignes, beaucoup de colonnes. Et R fois K-1, c'est pareil, R a peu de lignes, beaucoup de colonnes, et K-1 a beaucoup d'éléments. Alors maintenant, au lieu d'écrire B, je vais écrire sa transposée. Donc les lignes se transforment en colonnes. J'ai donc une matrice avec peu de colonnes. Et à droite, ça se transforme de la même façon, mais la matrice K-1 transposée, elle passe à gauche. Et si maintenant je passe l'inverse de l'autre côté, je vois qu'il suffit de résoudre autant de systèmes linéaires qu'il y a de colonnes dans la matrice des transposées. Et ça, c'est S système linéaire. On peut donc réduire le coût de 3M systèmes linéaires, où M c'est lié au maillage, à la résolution de S système linéaire, où S c'est le nombre d'électrodes. Et donc c'est potentiellement beaucoup plus petit. Puis ensuite, il suffit de multiplier B par la matrice S qu'on avait introduite avant. Alors, pas de résultat numérique pour cette partie-là, parce qu'en fait, on calcule exactement la même chose qu'avec le modèle paramétrique. Modèle de source distribuée pour le problème direct ne donne rien en plus. Mais effectivement, les calculs sont plus longs si on l'utilise uniquement pour le calcul du problème direct. Donc, c'est pour ça qu'on maintenant on va s'intéresser au problème inverse. Donc, c'est quoi l'objectif? On connaît la mesure du potentiel aux électrodes et on cherche le nombre de sources, leur position et leur moment qui expliquent donc les mesures qu'on a prises. Alors, si on s'intéresse au modèle paramétrique, on va faire l'hypothèse que le nombre M de sources est connu. Donc, il y a des méthodes pour trouver le nombre de sources à partir des mesures prises. Donc, ici, c'est un petit nombre, donc on va considérer 1, 2 ou 3 sources. Et on cherche donc
les positions et les moments QM, de sorte que la solution du problème direct vérifie U sur le bord égale notre observable. Alors ici, donc, on va adopter un point de vue mathématique, c'est-à-dire on va supposer qu'on connaît les mesures sur une partie surfacique du scalp et pas seulement aux électrodes. Et à ce moment-là, on peut aboutir à un résultat d'identifiabilité. Donc ça, c'est une façon mathématique de regarder si notre problème a des chances d'aboutir à une solution. Donc ce résultat nous dit que les inconnus sont déterminés de façon unique par une seule mesure sur la partie accessible gamma étoile. Alors, il faut bien comprendre, une seule mesure, ce n'est pas une mesure en une électrode seulement. Ça veut dire que si j'ai les mêmes mesures sur la partie gamma étoile, donc une partie du scalp, alors j'aboutis théoriquement aux mêmes sources et au même moment. Donc ça, c'est une bonne chose parce que si j'ai pour les mêmes mesures deux explications différentes, numériquement, ça va être compliqué. Donc ce résultat d'identifiabilité nous permet de reformuler le problème inverse comme un problème de minimisation. Donc on va minimiser une fonction coût. Alors, on a testé plusieurs fonctionnels. Alors ici, je vous présente celle des moindres carrés, où on a donc une partie d'attachement aux données, UOPS, ce sont les données, et puis une partie de régularisation qu'on essaye de minimiser. L'inconnu, c'est donc une configuration de source qui consiste à trouver les moments et les positions dans l'espace R3 croix oméga puissance m, ce qui veut dire qu'on a au total 6 fois m inconnus, 3 pour les moments, 3 pour les sources. Et je répète encore une fois que dans cette partie-là, m est petit, et donc on a peu d'inconnus. Mais c'est un problème inverse non linéaire parce que la dépendance de U par rapport à la configuration, puisqu'il y a les sources, les positions des sources là-dedans, la dépendance est non linéaire. C'est donc un problème inverse non linéaire. Alors pour ce genre de problème, donc, on utilise par exemple des méthodes quasi-Newton, une méthode basée sur le gradient, et on a utilisé la méthode très classique du BFGS, qui est une méthode itérative et qui nécessite le calcul du gradient de la fonctionnelle. Alors, on travaille en général avec des données synthétiques, donc on va calculer la solution du problème direct sur un maillage de données pour une configuration de source phi étoile. On génère les données synthétiques en rajoutant un bruit aux mesures au bord. Et ensuite, on calcule le gradient. Donc ça nécessite la résolution puisqu'on a 6 m inconnus à trouver pour identifier les sources. Ça nécessite à chaque itération la résolution de 6m système linéaire. Et pour cela, on utilise un autre maillage pour éviter le crime inverse. Alors, quelques résultats numériques. Nous avons vérifié que notre code fonctionne bien sur un modèle sphérique avec des données initiales et une erreur de 20% sur la position, 40% sur le moment. Donc, le nombre d'itérations de la convergence est atteint au bout de 10 à 30 itérations pour le modèle sphérique à 3 couches. Donc là, c'était vraiment pour la vérification, donc on n'a pas pris en compte les fontanelles. Un peu plus d'itérations pour le modèle réaliste. On a observé que la robustesse par rapport au bruit est plutôt bonne. On peut aller jusqu'à 15% de bruit pour le modèle sphérique et 7% pour le modèle réaliste. On a une perte de précision lorsque la source s'approche de l'interface. Ça, c'est classique parce que notre problème direct contient plus d'erreurs quand on est proche de l'interface cerveau-crâne. Et globalement, le grand inconvénient de cette méthode, c'est que la convergence de l'algorithme dépend très fortement de la donnée initiale. Alors, un petit résultat, toujours donc, issu de la thèse de Malal, sur l'impact des fontanelles sur la localisation. Donc, on avait observé que si on prend en compte les fontanelles dans notre modèle,
ça améliore la reconstruction de deux sources qui sont proches et qui sont orientées vers la fontanelle. Donc, ça, c'est un résultat partiel. Alors maintenant, le problème inverse pour le modèle distribué. Donc là, je rappelle qu'on a donc à calculer la matrice de gain en amont et on suppose que le lien entre les observables et le vecteur des moments qu'on cherche est donné par cette relation L fois Q plus un bruit gaussien ajouté. Et cette fois-ci, donc, le problème inverse est un problème linéaire. Donc, on minimise une norme L2 qui représente l'attachement aux données, mais on voit bien que ici la dépendance par rapport à Q est linéaire, et puis toujours un terme de régularisation. Et on cherche donc la distribution des moments, c'est-à-dire un vecteur dans R3M, et encore une fois, cette fois-ci, M est très grand de la taille du maillage de l'espace de source qu'on a choisi. Donc, on arrive très classiquement donc, aux équations normales. Donc, la solution de ce problème de minimisation est donc solution de ce système linéaire. Donc, on a un grand système linéaire de 3M équations et qui fait intervenir la matrice L transposée L, et puis à laquelle on rajoute donc la partie régularisation. Là encore, on peut faire un petit tour de passe-passe pour réduire le coût de calcul, parce qu'avec une identité, en regardant bien et arrangeant bien les termes, on peut aboutir finalement à un système linéaire du nombre d'équations, où le nombre d'équations est égal au nombre d'électrodes, et qui fait intervenir, donc non pas la matrice L transposée L, mais la matrice L transposée. Donc ça, c'est ce que s'appelle la minimum norm estimate method. Donc je vous présente quelques résultats préliminaires en 2D. Donc on a repris nous-mêmes, on n'a pas de code commercial ou code à notre disposition. Donc ça, c'est les résultats issus du stage de M2 de Benjamin Sully. Dans un modèle circulaire, donc en 2D de 5 couches, où l'espace des sources consiste en prenant le maillage de la matière grise, donc une centaine, je pense 200-300 nœuds. Alors, je commence par un résultat, on va dire, négatif. Dans l'image à gauche, donc la source exacte qu'on cherchait à reconstruire était située à peu près ici, c'est-à-dire sur l'axe des X, et on la voit bien sur l'axe des Y. Ça, c'était en rajoutant un tout petit niveau de bruit, donc 0,5%, mais on avait mal ajusté le paramètre de régularisation, donc quasiment pas de régularisation. Alors ça, c'est typiquement ce qui peut arriver quand le problème, où on n'a pas l'identifiabilité, c'est-à-dire que le problème est mal posé. Il y a plusieurs solutions qui expliquent les mêmes données. Alors, si on ajuste mieux le paramètre de régularisation, donc par exemple avec une valeur de 10 puissance moins 8, on retrouve l'image au milieu et donc la bonne position de la source. Et puis, on peut augmenter le niveau de bruit jusqu'à 5%, et on voit bien qu'on a du bruit autour, mais si on cherche là le maximum, le nœud où le maximum de la distribution des moments est atteint, on retrouve une très bonne localisation des sources. Alors, c'est un petit peu moins bon sur la composante tangentielle du moment, donc même configuration, c'est-à-dire une source qui est orientée vers la normale, en direction normale vers l'interface cerveau-crâne ou cerveau-LCS. Donc, on voit la première ligne où le moment exact est donc bien dans une plus grande composante normale que la composante tangentielle, et on retrouve très très bien la composante normale, ce qui introduit donc une petite erreur sur le moment global. Par contre, si on prend le moment avec une petite composante normale, alors on la reconstruit aussi très bien, mais comme on reconstruit mal la composante tangentielle, ça induit une plus grande erreur
dans le moment global. Alors, on peut améliorer la localisation, alors pas le moment, mais la localisation par des méthodes de type S-Loretta, où on prend en compte la variance-covariance du signal ou du bruit. Donc, on fait des hypothèses sur la variance du bruit. Et à ce moment-là, on passe donc de l'image à gauche qui est obtenue par la méthode MNE à l'image au milieu obtenue par S-Loretta. On a étudié également la séparabilité des sources qui nous paraissait assez bonne. Alors là, c'était avec la méthode S-Loretta. J'arrive donc à la conclusion. Donc, je vous ai présenté deux types de modèles de sources pour les problèmes directs et inverses en EEG. Alors, le modèle paramétrique, où on a donc un très petit nombre de sources qu'on peut placer librement, enfin, dans la simulation, dans le maillage, ce qui amène à une résolution très simple et rapide du problème direct. Donc ça, c'est particulièrement adapté à des études d'impact, par exemple des conductivités, etc., où il faut changer plein de paramètres et on n'a pas envie de calculer à chaque fois la matrice de gain. Le problème inverse associé est non linéaire et donc un petit peu plus difficile à résoudre. Néanmoins, on a une bonne reconstruction de tous les paramètres de la source, c'est-à-dire les moments et la position, à condition qu'on connaisse une bonne initialisation. Et de l'autre côté, on a le modèle distribué qui nécessite un gros calcul pour la matrice de gain en amont, qui aboutit du coup à un problème inverse linéaire et permet une bonne localisation sans connaissance a priori. Il y a des efforts à faire sur la reconstruction des moments. On pourrait éventuellement coupler avec le modèle paramétrique pour reconstruire juste les moments. Alors là, c'est l'implémentation qui est un petit peu plus délicat pour aboutir au calcul de la matrice de gain. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la suite? Alors, je ne vous ai pas présenté des modèles avec un nombre réaliste d'électrodes. Alors, on a commencé à travailler là-dessus et puis, donc, on espère pouvoir valider donc, avec des données cliniques. Il y a des travaux en ce sens aussi de Marion et avec Pierre-Henri Tournier sur la complétion de données, parce que donc mathématiquement, je vous ai expliqué que si on connaît juste la solution en quelques points, bah, ça, c'est pas forcément très bon pour la résolution du problème inverse. Donc, il y a des techniques de complétion de données pour reconstruire d'abord à partir des valeurs aux électrodes sur une partie du bord, reconstruire des données partout. Alors, il y a des idées de distribuer les sources uniquement sur une interface, donc le cortex, enfin la surface du cerveau. Alors ça, mathématiquement, c'est un challenge parce qu'on aurait envie de mettre des Dirac sur une surface. Alors, la méthode de soustraction, à ce moment-là, il faut la réinventer un petit peu. Et donc, avec Benjamin, on regarde plus particulièrement comment introduire la notion du temps dans notre modèle EEG. Parce que, donc, je ne vais pas revenir, mais notre problème est stationnaire, alors que vous savez bien que le tracé trace donc justement l'activité électrique aux électrodes dans le temps. Donc là, on réfléchit en ce moment comment introduire donc le temps dans les modèles EEG en vue d'un couplage à une autre modalité optique, donc des travaux qu'on a effectués sur la NIRS et la TOD. Et donc, comme il y a au CHU d'Amiens de co-enregistrement entre l'EEG et NIRS pour le même patient, donc déjà numériquement, on aurait envie de coupler les méthodes numériques. Et enfin, on aimerait bien décrire mathématiquement le couplage neurovasculaire qui est donc à l'origine des données de NIRS et EEG. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphanie. Donc on va passer aux questions. On a une toute petite dizaine de minutes. Alors, je n'ai pas encore vu de questions dans le chat, donc le temps que les questions arrivent, moi j'avais deux questions, alors qui ne sont pas du tout mathématiques, hein, qui sont liées l'une à l'autre.
Alors, la première, c'est sur la géométrie. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, tu nous as présenté des résultats sur un modèle sphérique, donc une première approximation de la tête, et tu parles à la fin du fait que les mesures sont ponctuelles, alors qu'effectivement, l'information et la vraie information est spatialisée sur l'ensemble de la surface du crâne. Donc, ma question, est-ce que la géométrie aurait une importance, enfin, les variations anatomiques qu'on peut avoir d'une tête à une autre, en d'autres termes, est-ce qu'il serait important d'avoir une imagerie 3D du crâne pour disposer de la géométrie adéquate, ou est-ce que finalement, on peut travailler sur une géométrie générique? Ça, c'est ma première question. Alors, la question, donc, plus c'est précis, mieux c'est, je pense. Donc, on n'a pas encore justement validé, on n'a pas encore résolu le problème inverse avec les données qu'on voit ici, donc sur un maillage réaliste. Mais c'est sûr que plus on a de l'information sur oui, sur la morphologie du patient, sur les conductivités électriques, etc., mieux c'est pour la localisation, je pense. Donc, à ce moment-là, oui, je dirais que prendre juste un maillage sphérique, ça c'est certainement bien pour tester des méthodes, mais ça me paraît un petit peu pauvre comme information. Après, le compromis serait peut-être d'utiliser des atlas, en fait, parce qu'on n'aura pas pour chaque individu son maillage, en fait, parce que l'obtention d'un maillage réaliste, quand même, tu sais mieux que moi, c'est quand même compliqué, en fait. Et alors, une deuxième question qui est en fait en lien, tu disais que effectivement, on avait besoin d'avoir l'information fiable sur les paramètres physiques, notamment la conductivité électrique des différents tissus. Donc, tu avais illustré le cas de fond avec ou sans fontanelle à un moment dans ton exposé. Alors, à supposer qu'on ait une imagerie, puis on ait un modèle, enfin, le modèle fiable de la tête du patient, quelle est la fiabilité qu'on peut accorder justement aux paramètres de conductivité électrique? Parce que justement, on peut supposer que, suivant l'état du patient, enfin, physiologique, pathologique, ou suivant des fluctuations dans le temps de certains tissus, on peut penser aux différents flux. Quel est l'impact de ces phénomènes sur justement la conductivité et enfin, le delta qu'on peut supposer sur ces paramètres de conductivité? Alors nous, on a plus particulièrement étudié l'impact des fontanelles. Après, il y a Fabrice Valois qui a fait une étude où ils ont étudié l'impact des autres couches des autres tissus. Alors, je pense que sur le Skype, il n'y a peut-être pas trop de doute sur la valeur qu'on doit prendre, mais effectivement, sur le crâne, et puis les fontanelles, on a des incertitudes. Alors, ce qui est de mémoire, ce qui était issu de l'étude de Fabrice Valois, c'est qu'il est très important de prendre en compte le LCS. Mais je ne sais pas si les valeurs de la conductivité du LCS sont très incertaines ou pas. Alors, il y a beaucoup de travaux sur la conductivité du crâne, en fait, que ce soit chez l'adulte ou chez le nouveau-né, sur l'anisotropie du crâne, etc. Donc, qui montre que ça a quand même une influence de bien connaître ces valeurs-là. Alors, il y a eu des idées de voir si on ne pouvait pas reconstruire en même temps qu'on localise les sources, on ajuste aussi les conductivités. Alors, ça pourrait être une piste, à condition que ce ne soit pas trop mal posé, parce que tout d'un coup, on cherche beaucoup plus de paramètres juste identifier les sources. On a une question d'Alexandre, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question en fait sur la dynamique temporelle. C'est vrai que le G, c'est quelque chose qui a une régularité temporelle. Typiquement, sur quelques millisecondes, les activations cérébrales n'ont pas tendance à sauter de plusieurs centimètres dans le cerveau. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez d'utiliser? Est-ce que vous auriez une idée de comment utiliser cette information-là dans les problèmes inverses?
Oui, justement, enfin ça c'est l'étude en cours. Pour l'instant, on commence tout doucement. On se dit qu'on va considérer une source qui est figée où la position est figée dans le temps, mais où le moment peut être variable. Parce que, alors c'est pas très clair comment on introduit donc cette dépendance en temps dans notre modèle EEG. C'est les toutes premières réflexions, donc on se dit que je pense le modèle quasi-statique des équations de Maxwell est quand même valable vu les dimensions de la tête et puis les longueurs d'onde considérées, etc. Donc, ce qui pourrait varier en temps, ce sont les paramètres de la source. Donc, ça fait un modèle un petit peu, alors qui n'est pas vraiment dépendant en temps au sens mathématique, parce qu'on n'a pas de dérivée en temps, mais où on aurait donc des paramètres de source qui dépendraient du temps. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une régularité? Donc, la position serait fixée, mais du coup, par exemple, le moment, donc son orientation et son amplitude seraient variantes oui, quelque chose comme ça, oui. Mais sans régularité. Ah, ça, c'est encore à voir, en fait. Qu'est-ce qui... Okay. Oui, c'est bon. Ok. Merci. Merci. Bon, on n'a plus d'autres questions. Il est 15h45, donc je propose peut-être qu'on s'arrête là pour cette présentation. Je propose aussi qu'on prenne 3 minutes de pause, que chacun puisse aller chercher un café, ce qui va laisser le temps à Fabrice Valois, qui est notre prochain orateur, peut-être de s'installer puis de partager son écran. Donc il est 15h44, on dit qu'on se retrouve à 15h48. Merci. Merci Stéphanie. Merci.